des questions sur le cours d'hier ou des trucs. Il y a deux choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder qui sont sur la génétique des populations et la répartition des allèles dans les maladies autosomiques récessives. On en a au fond dit beaucoup sur l'existence d'allèles préférentiels dans des populations. Et juste ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que parfois ça confine à un véritable, ce qu'on appelle un effet fondateur. C'est dans une population qui est ou qui a été isolée, d'avoir un allèle tellement prédominant qu'il est quasiment unique et que alors une maladie très rare ailleurs dans le globe devient fréquente. Et il y a au fond deux façons d'aboutir à cette fréquence inattendue d'une maladie autosomique récessive en général rare. Soit cet effet fondateur, je vous fais ça à la fourche, hein. Soit un effet fondateur typique, l'île de la Réunion par exemple, où il y a des populations qui sont arrivées de France, qui ont été en quelque sorte prélevées en France, vous savez, sur tout l'ouest de la France, Bordeaux, le Poitou, etc., qui sont importées à la Réunion. Ces populations se sont développées assez vite et se sont mariées plutôt entre elles, pas forcément avec une consanguinité directe, mais dans un petit bassin de population. Et évidemment, on peut imaginer très facilement alors qu'il y a une expansion de ces populations avec des allèles limités et qu'on voit apparaître des maladies qu'on retrouve encore et dont, au fond, on trouve les racines en France métropolitaine. Même chose pour le Canada français, importation de personnes de Bretagne, du Poitou, des Charentes, paf, au Québec, petite population, expansion rapide. Quand on arrive dans un pays comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Des enfants pour peupler. Et donc, c'est les familles, c'est les grandes familles québécoises avec 7, 8, 10 enfants par fratrie, mais qui restent quand même dans une espèce de désert géographique. Et on voit, il y a au Québec des pathologies récessives qui sont très spécifiques de cette population, très bien connues des généticiens québécois. L'autre façon d'aboutir à l'accentuation d'un allèle mutant récessif dans une population, c'est ce qu'on appelle la pression de sélection. C'est de dire les hétérozygotes sont favorisés. Ils ne se sont pas développés par un effet démographique, mais ils sont favorisés. Et ça, c'est l'histoire de la drépanocytose. Maladie autosomique récessive, africaine, Afrique tropicale, où les hétérozygotes ont un avantage sélectif. Ils sont plus résistants que les autres au paludisme. Donc là, ce n'est pas du tout un effet démographique, c'est un effet, en tout cas c'est majoritairement un effet de pression de sélection, c'est-à-dire que ceux qui sont hétérozygotes pour un allèle mutant sont protégés de quelque chose d'autre. Par conséquent, résistent plus à la mortalité palustre, du paludisme, et par conséquent enrichissent la population dans ces allèles de drépanocytose. Il y a un autre exemple comme ça qui se rapporte, et je terminerai là-dessus pour la fin de ce cours sur les maladies récessives, qui se rapporte à la mucoviscidose elle-même. Pourquoi la mutation delta F508 est-elle si fréquente dans le nord de l'Europe? C'est un fait, c'est intéressant, on s'en sert comme outil de conseil génétique, mais après tout, pourquoi? Eh bien, l'idée, c'est que les hétérozygotes pour la mucoviscidose n'ont pas été confinés dans le nord de l'Europe. Ça, c'est pas vrai. Il y avait des échanges de population limités, vous savez, mais quand même des échanges. Vous savez, au XVIIIe siècle, combien on faisait en moyenne dans sa vie de kilomètres autour de l'endroit où on était né? Maximum 50. En moyenne, il y en avait qui traversaient l'Atlantique, mais c'était quand même une des exceptions, quoi. Donc, il y avait quand même un petit mouvement de population, mais en réalité, on pense que ce canal chlore altéré permet peut-être de résister mieux à certaines maladies en période d'épidémie. À quoi ça vous fait penser? Je vous ai parlé d'hydratation des excrétions. Et épidémie, ça vous fait penser à quelle maladie historique? Le choléra. Giono. Parfait, c'est ça. Et on pense que c'est les grandes dévastations du choléra qui ont balayé la population, et ceux qui ont plus résisté que les autres auraient pu être ceux qui avaient plus que d'autres une mutation hétérozygote. Bien sûr, ils n'étaient pas atteints de mucoviscidose, mais une mutation de mucoviscidose. Pression de sélection, résistance des hétérozygotes plus que les autres, pas exclusivement bien sûr, et enrichissement dans cet allèle, dans un bassin de population qui est en l'occurrence ici l'Europe du Nord. Alors on passe aujourd'hui à une deuxième affaire sur les modes d'hérédité. Hérédité autosomique dominante. Voici
les nombreux items qui sont importants à retenir, ils sont pour certains aussi très rapides. Le mode d'hérédité lui-même, ce modèle monogénique autosomique dominant, la notion d'expression variable qu'on a déjà largement abordée, mais une notion qui s'ajoute peut-être ici plus que dans les maladies récessives, bien plus, qui est la notion de pénétrance, une notion au fond assez difficile. Les mécanismes de dominance, pourquoi est-ce qu'un allèle arrive à l'emporter sur l'autre? Comment ça peut se passer cette affaire? On comprend bien que quand on perd les deux allèles dans une maladie récessive, on n'a plus la fonction. Ça va, c'est pas très simple, pas très complexe. Là, pour qu'un allèle exerce un effet dominant, il y a beaucoup d'options possibles qui sont intéressantes. Elles sont particulièrement intéressantes parce que derrière cela, il y a les approches thérapeutiques. Si c'est un allèle qui surmarche, faudrait le diminuer. Si c'est un allèle qui est insuffisant, il faudrait l'augmenter. Et dans les deux cas, on a dominance, mais la stratégie thérapeutique, l'interprétation des signes, la physiopathologie est tout à fait différente, voire opposée. Deux notions très importantes qui, peut-être plus que dans les maladies récessives, existent dans le modèle dominant. Le fait qu'à un même locus, suivant les allèles, on peut avoir des maladies différentes, des phénotypes différents. Un même gène, suivant les altérations génétiques, peut donner des maladies différentes. Et à l'inverse, et c'est ce qu'on appelle la notion d'hétérogénéité de locus, hétérogénéité génétique, pour être plus précis, on dit de locus, c'est l'inverse, c'est de dire qu'une même maladie autosomique dominante, le même phénotype, peut être causée par des gènes indépendants. Et qu'il y a des familles où c'est un gène et des familles où c'est l'autre gène. Ce n'est pas chez le même individu, bien sûr. Hein. Et ça, c'est la notion d'hétérogénéité génétique. C'est un petit peu l'inverse de la notion d'hétérogénéité allélique. Vous avez une maladie et vous avez plusieurs gènes possibles chez des individus différents, dans ce cas-là. La notion de mutation nouvelle et l'effet pour cela de l'âge paternel. Vous avez vu très certainement l'effet de l'âge maternel sur les anomalies de structure des chromosomes et les anomalies de nombre des chromosomes. Le grand classique, la trisomie 21, avec l'âge des couples qui augmente, et c'est l'âge de la mère qui joue un rôle sur les non-disjonctions en méiose. Là, dans les mutations nouvelles, les mutations ponctuelles, c'est l'âge paternel qui joue plus volontiers un rôle sur l'augmentation de ce risque-là. La notion de mosaïque, et puis on terminera, là aussi, si on a le temps, sur une notion un petit peu délicate sur la transmission dominante, mais le phénotype cellulaire. C'est ce qu'on voit dans notamment des maladies de prédisposition au cancer, où dans certains modèles, vous perdez un allèle, mais ça ne suffit pas à donner la tumeur, ça suffit en revanche à ce que la ségrégation de la maladie se fasse de manière dominante. Mais pour que la tumeur apparaisse, il faut que le deuxième allèle soit perdu à un endroit particulier du corps. Il y a donc une très forte prédisposition germinale, constitutionnelle, héritable, et puis un accident cellulaire comme il s'en passe tant, mais qui là, dans ce cas particulier, va donner naissance à une tumeur. En avant, le mode d'hérédité, là on ne fait pas plus simple, un allèle petit a qui est standard, un allèle grand A qui est mutant, et puis une personne qui est donc hétérozygote, par conséquent atteinte, puisqu'on est dans un modèle dominant, cet allèle, le deuxième loi de Mendel, la dominance, exerce un effet sur l'autre, l'emporte, malgré la présence dans toute cellule, j'oublie cette histoire de tumeur, d'un allèle normal à ce locus, il y a un phénotype. Cette personne a deux gamètes possibles, mutants standards, et par conséquent un risque de 50% de transmettre cet allèle, et donc la maladie, puisqu'elle est dominante. Jusque-là, rien de très simple, rien de très compliqué. Évidemment, un enfant qui a hérité des deux allèles normaux ne transmettra pas, il n'y a aucune raison qu'il le fasse, et on retrouve le risque à cette génération de 50%, 50% à chaque grossesse. Hein, la même histoire que pour les maladies récessives, n'oubliez pas ça. Ces arbres généalogiques, donc dans des formes très typiques et des formes caricaturales comme celle-là, s'opposent à ce qu'on a vu dans les maladies récessives. Ils touchent chaque génération. Ils touchent autant les filles que les garçons, en tout cas dans un modèle classique. Une personne indemne n'a pas de risque. Une personne atteinte a un risque de 50%. Très bien. L'exemple, la photo que l'on va suivre est celle de la neurofibromatose. Parmi les maladies autosomiques dominantes,
qui sont, comme toutes les maladies mendéliennes monogéniques dont je vous parle depuis hier, des maladies souvent rares, le plus souvent rares. Une des plus fréquentes est la neurofibromatose, neurofibrome, de type 1, qui s'appelle aussi la maladie de Recklinghausen, qui est le médecin allemand, je crois, qui l'a décrite. Une personne pour 3000. Et cette maladie a une présentation différente suivant l'âge. Ça, c'est un point important sur lequel on reviendra. La description archétypique de la maladie, c'est ça, c'est des neurofibromes, c'est-à-dire des espèces de petites tumeurs bénignes, cutanées dans le derme ou sous-cutanées, sous le derme, et qui sont en fait développées à partir de petites fibres nerveuses terminales. Ce qui explique parfois que ces petites tumeurs puissent être un petit peu douloureuses quand ces personnes se cognent sur un truc. Alors là, c'est un truc un peu historique, avec une personne qui en a des centaines. Les dermatologues aujourd'hui interviennent avant cela et peuvent faire par petite microchirurgie, laser souvent, abraser ces petites tumeurs pour rendre les choses au moins plus esthétiques. Un deuxième élément, et c'est intéressant, il y a une double lignée cellulaire qui est en cause, ici donc le système nerveux périphérique, et puis là vous avez des taches sur la peau, des taches qu'on appelle café au lait, c'est exactement comme s'il était tombé une goutte de café au lait sur la peau, avec un contour à bord assez linéaire, en peau parfaitement saine, hein. C'est une peau qui n'a aucun relief, c'est absolument pas inflammatoire, c'est juste une tache. Et ça vous dit déjà une chose dont l'interprétation est intéressante, c'est qu'il y a deux lignées cellulaires concernées dans la neurofibromatose, le système nerveux périphérique et les mélanocytes, puisqu'une tache, c'est des mélanocytes qui ont proliféré un peu trop, plus que ne le voudrait leur régulation cellulaire. Et qu'est-ce que ça vous dit embryologiquement, ça, système nerveux périphérique et mélanocytes? Vous avez vu de l'embryo déjà? Oui, vas-y. Pardon? Il dérive du même feuillet, très bien. Et lequel? La crête neurale, très bien, bravo. Les crêtes neurales, le quatrième feuillet embryonnaire, les aficionados de la crête neurale appellent ça le quatrième feuillet, parce que méso, ecto, endo et crête neurale. Et c'est vrai que c'est quelque chose un peu à part, puisqu'on part du mésenchyme, on part de cellules qui sont sous les crêtes, sous la plaque neurale au moment de sa fermeture en gouttière, et qui vont faire un truc qui est parfaitement interdit en physiologie, logiquement, qui est la transition épithélio-mésenchymateuse. J'ai dit mésenchymateuse, pardon, c'est les cellules épithéliales, excusez-moi, qui sont à la surface de l'ectoderme de l'embryon, au moment de la fermeture de la gouttière neurale, juste à la jonction entre l'ectoderme et ce que sera le neuroectoderme, et ces cellules vont franchir la basale, transition épithélio-mésenchymateuse, elles vont passer dans le mésenchyme. Et ça, c'est un truc extrêmement important pour ces cellules et très intéressant en physiologie et en physiopathologie. Qu'est-ce qui franchit la basale et qui n'a pas le droit de le faire? Une grande maladie, hein. Le cancer, les cancers. Une des caractéristiques des cancers, c'est de se proliférer, puis de franchir la basale et de faire des métastases. Donc, qui comprend la transition épithélio-mésenchymateuse peut comprendre un petit peu à l'état pathologique certains cancers. Je ferme la parenthèse. Donc, ces cellules passent dans le mésenchyme et vont avoir une destinée tout à fait extraordinaire avec 4 grands types de dérivés. Le système nerveux périphérique dans sa totalité, neurofibrome, les mélanocytes, les cellules pigmentées de la totalité de l'organisme, sauf les cellules de la rétine, les cellules pigmentées de la rétine, et des cellules endocrines ou para-endocrines, notamment la médullosurrénale, ou encore des cellules à calcitonine de la thyroïde. Bref, c'est très très étonnant ce paysage de différenciation extrêmement variée des cellules de crête. Voilà une maladie des crêtes neurales, voilà une neurochrystopathie, maladie des crêtes neurales, neurochrystopathie, qui est peut-être la plus fréquente d'entre elles, la neurofibromatose. Alors, il y a des petits signes aussi qui sont, et je ne vous les mentionne pas pour la curiosité, mais parce que
ça soulève une question et ça donne un outil de génétique intéressant. Des signes qui n'ont aucun intérêt, qui sont